Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation du projet Paddle en version 2 cette fois, sous Processing, donc en Java, et avec ma petite EasyLib en version 2. Je vous propose de mettre en place les blocs ou les briques, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va créer une nouvelle classe Java qu'on va appeler bloc. Le bloc a une particularité, c'est qu'elle va être en contact avec la balle. De fait, le bloc doit posséder un rectangle de collision pour détecter s'il y a collision entre le bloc et la balle. Donc le plus simple, c'est de faire hériter le bloc de ma classe entité, parce que ma classe entité de ma EasyLib possède à demeure un rectangle de collision. Donc on va se simplifier la vie, on va faire hériter bloc de ma classe EasyEntité. De fait, je fais classe, donc une classe Java, je l'appelle bloc avec un grand B, extends, donc hérite de la EasyEntité. De fait, maintenant, le bloc possède également un rectangle de collision. D'accord ? Alors évidemment, le bloc ne va pas se déplacer, il n'y aura pas de vitesse sur le X ou sur le Y, mais peu importe, le bloc sera fixe, mais il aura un rectangle de collision. Donc on pourra détecter les différentes collisions. C'est très important. Alors avant qu'on mette le constructeur, regardons quelles sont les variables statiques, publiques et privées dont on a besoin. Donc on va placer les blocs les uns à côté des autres. Il serait judicieux d'avoir quelque part dans bloc une donnée qui donne la dimension des blocs. Eh bien, on a créé ici un final int, donc une constante statique. Donc cette variable constante appartient à bloc. C'est une variable de classe. On lui donne un nom, donc block width, et on lui donne 50 pixels. Donc chaque bloc aura sa dimension à demeure 50 pixels en largeur, 25 pixels en hauteur. Donc je crée deux variables qui sont des constantes de classe, une pour définir la largeur de mon bloc, une pour définir la hauteur de mon bloc. Le bloc a combien d'états? Bon, moi je n'en vois que deux. Soit le bloc est visible, soit il est invisible. Donc soit il est visible et la balle n'est pas venue en contact avec ce dernier, soit il a été touché ou invisible, et la balle est venue en contact avec le bloc a disparu de l'écran. Donc il y a deux états. Ces deux états sont visible ou invisible. Alors moi j'ai choisi de faire un state visible, vous mettez le nombre que vous voulez, d'accord, et un state ToShed, évidemment vous mettez deux chiffres qui sont visibles et ToShed, des nombres différents, ne mettez pas 10 ici pour visible et 10 pour ToShed, ça me semble un peu logique. Donc j'ai mis 10 pour state visible et 10 et 20 pour le state ToShed. Donc je crée deux constantes de classe, une qui s'appelle state visible, égale 10, mais peu importe le nombre que vous mettez, et state ToShed, 20. Donc j'ai choisi volontairement deux états, soit il est visible, soit il est invisible, donc il est touché. Ensuite, les blocs ont une différence les uns par rapport aux autres qui est la couleur. Eh bien, on va définir également des variables de classe, qui sont des constantes, qui définissent le type de bloc en fonction de la couleur. De fait, je crée des constantes de classe ici, bloc type blue, vous mettez un numéro que vous voulez, un nombre que vous voulez, un bloc type red, donc un bloc type green, un bloc type yellow. Donc en fonction du type de bloc dont on va construire, soit il est bleu, soit il est jaune, soit il est vert, eh bien je mets ici à demeure dans bloc des constantes de classe qui définiront cette couleur. Donc ici 100 c'est pour le type bleu, 200 c'est pour le rouge, 300 pour le vert et 400 pour le jaune. Construisons maintenant le bloc. Regardons le constructeur du bloc. Donc le bloc a besoin de quoi? Il faut le placer sur la grille. On va lui passer la position X, la position Y et le type de bloc. Est-ce qu'on veut un bloc de type bleu, de type rouge, de type vert ou de type yellow? Dans la construction, on lui passera ces trois paramètres. Donc la position X de votre bloc par rapport à la grille, la position Y de ce bloc, d'accord, donc défini par rapport au coin en haut à gauche évidemment, et le type de bloc. Construisons maintenant la classe entité. Donc la classe entité va surtout nous permettre de mettre le rectangle de collision. Donc on va définir à la classe entité, on va lui passer donc la position X, on reçoit en argument X, on lui passe dans le constructeur d'entité, on lui passe la position Y via l'entité, et on définit maintenant la largeur et la hauteur de notre bloc pour qu'il définisse lui son rectangle de collision. Donc il va construire à l'intérieur d'entité un rectangle de collision qui sera positionné en Px, en Py, avec la largeur qu'on a définie et la hauteur qu'on a définie. De fait, maintenant mon bloc possédera le rectangle de collision qui correspond à son périmètre en fait. D'accord ? Donc maintenant, première chose à faire, c'est de mettre son état. Le premier état qu'on va y mettre, c'est quoi? C'est un state visible, parce que tous les blocs à l'origine, au démarrage, ils sont visibles. Et puis maintenant, je vais construire mon bloc. Mais comment définir le bloc vu qu'on l'a déjà construit dans l'entité? Non. Dans ma EasyLib, on peut ensuite avoir construit le bloc, on peut définir l'image plus tard. Donc il y a une méthode qui s'appelle setImage, qui me permet de définir l'image. Donc dans le super, j'ai défini, si vous voulez, un rectangle sans image, mais ça me permet de
de régler le rectangle de collision. Maintenant, en fonction du type que je vais recevoir, je vais mettre l'image dans mon bloc en fonction du type reçu. Donc là, je fais un switch case de switch case, donc je reçois un entier int ici, et en fonction du type que je reçois, eh bien, je vais mettre là cette image à demeure. C'est-à-dire, si je reçois un bloc, attention, n'oubliez pas que bloc type blue, c'est une variable d'instance de classe, donc il faut, pour avoir accès à cette variable, il faut dire qu'elle existe par rapport à bloc. Donc je fais bloc.bloc type blue. Donc si je reçois un type bleu, ben, je vais faire cette image. Je demande gentiment à mon asset manager de me donner l'image du bloc blue qu'on a mémorisé en tout début du sketch. De même, si je reçois un type bloc red, eh bien je vais placer l'image, je vais faire cette image dans mon bloc. Il y aura une image qui viendra de l'asset manager par rapport au bloc red. Vous avez compris? Ensuite, si c'est un bloc type vert, je mets l'image, donc cette image. Je demande gentiment et humblement à mon asset manager de me donner l'image du bloc vert. Et si c'est jaune, je place l'image jaune. Et au cas où la personne aurait mis un numéro qui n'est pas adéquat là-dedans, eh bien par défaut, on mettrait un bloc bleu. Donc vous voyez, ici à la construction, je lui passe la position X, la position Y et le type de bloc. Est-ce que c'est un bleu? Est-ce que c'est un vert? Est-ce que c'est un rouge? Je construis vers le super mon entité easy entité. Mais surtout, ce que je construis, c'est le rectangle de collision. Je lui passe le PX, position X, la position Y, la largeur et la hauteur. Et ensuite, bon, on met le state du visible classique, mais ensuite, il faut que je mette une image. Et l'image que je dois mettre dans mon bloc doit correspondre à son type. Eh bien, c'est le propos du switch case. Donc, je prends switch case, je prends le type que j'ai, et en fonction du case, donc si c'est un bleu, un rouge, un vert ou un jaune, eh bien je vais demander à mon asset manager de me donner la bonne image. Et cette image, je la mets dans le set image. Donc à la sortie de mon constructeur, je dispose maintenant d'un bloc qui possède un rectangle de collision égal à son rectangle lui-même, qui possède la bonne image. Et pour être sûr qu'on a bien une collision entre la balle et le rectangle, on réduit un tout petit peu le rectangle de collision de 5 pixels à gauche, 5 pixels à droite, 5 pixels en haut, 5 pixels en bas. D'accord? Donc comme ça, on est sûr que c'est bien la balle qui vient sur ce bloc-là. Parce que si les blocs sont rapprochés les uns par rapport aux autres, on risque d'avoir des petits problèmes d'interconnexion ou de collision dans les bords si les blocs sont proches les uns des autres. D'accord? Créons maintenant les deux méthodes nécessaires au bloc. Donc le bloc, quand il sera touché par la balle, on dira touched. De fait, on a créé ici une méthode qui s'appelle void touched, qui mettra à demeure de façon interne l'état du bloc à touched. Donc quand on dira un bloc il est touché, le set state, donc il sera automatiquement de façon interne, on mettra un set state, on ira prendre la constante de bloc à touched pour qu'il soit ensuite touché. Et on va maintenant afficher, donc les blocs ne se déplacent pas, il n'y a pas besoin de update. Maintenant il faut afficher les blocs, on a besoin d'une méthode render. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On dit, si le bloc est visible, eh bien on va l'afficher à l'écran. Donc je fais if, je récupère le state, donc vers get state. Donc là je récupère le state, l'état de mon bloc. Si le bloc est de type visible, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'entité de se dessiner. Mais l'entité, vu qu'on a défini son image, elle est capable de se dessiner. Et on va dessiner également le rectangle de collision pour voir si le leaflet qu'on a réalisé de 5 pixels en X, 5 pixels en Y est suffisant. On résume les amis? Donc on va hériter bloc de entité pour que le bloc possède un rectangle de collision. On va ici créer quelques variables statiques, entre autres les variables pour la dimension du bloc, pour définir son état. Son état est soit visible, soit touché, il n'y en a pas d'autres états, soit il est touché, soit il est visible. Et comme on va définir plusieurs types de blocs, au lieu de retenir des chiffres que 100, 200, 300, 400, on va mettre ces chiffres-là, si vous préférez, dans des variables d'instance de classe de blocs. Donc on va créer des blocs type bleu, red, green et yellow. On construit le bloc statiquement. Comment? On définit de manière statique la position x, y de ce bloc-ci. Et on définit son type. Donc le bloc, celui-ci, c'est px en x, py en y, et on donne le type. On construit l'entité, mais surtout on construit le rectangle de collision. On lui passe la position x, la position y, la largeur et la hauteur du bloc. Par défaut, tous les blocs ont un état de visible, donc on va les voir tous à l'écran au démarrage. Et maintenant, il faut positionner l'image du bloc. Donc l'image, on l'a par rapport au type. Mais on n'a pas l'image dans le type, on a le type de bloc. Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est vert? On aurait pu tout à fait passer ici l'image, on aurait pu tout à fait passer en argument, au lieu de passer un entier, on aurait pu passer un p image. Bon, c'est peut-être plus simple d'envoyer ici des entiers que des images.
Donc on va construire maintenant l'image en faisant le set image de ma easy entité, en spécifiant l'image que doit récupérer le asset manager via le type. Et ensuite, on fait un petit inflate pour être sûr que le rectangle de collision sera bien celui de ce bloc-ci quand la balle viendra toucher ce bloc. Hein, si vous avez des blocs qui sont rapprochés, on risque d'avoir des petits soucis de connexion. On va créer maintenant une méthode qui s'appelle toShed. Quand un bloc sera touché, et bien de façon interne, on mettra son set state à toShed. Il faut afficher le bloc, mais on ne l'affiche que si et seulement si il est visible. Donc si son getState, donc je récupère le state, si son state est de type visible, eh bien on fait un super.render qui a pour conséquence d'afficher le bloc à l'écran. Et on affiche aussi le super render debug pour visualiser le rectangle de collision. Donc vous voyez, le bloc, c'est quelque chose de très très simple. Il y a une petite manip ici avec le switch case pour mettre la bonne image sur le bon bloc. Maintenant, nous devons construire la matrice. Et bien, sous Processing, créons un nouveau fichier qu'on appelle matrice. Alors moi, je l'appelle matrice, vous l'appelez grille, vous l'appelez comme vous voulez. La matrice, c'est elle qui va contenir la matrice de blocs. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'appelle matrice. Donc on va créer quelques variables internes. Donc on va créer une matrice de blocs de 7 colonnes et 4 lignes. Donc je mets ici un private int, je mets nombre de colonnes 7, nombre de lignes 4. Évidemment, si vous voulez faire plus de lignes, vous mettez plus de lignes. Donc je mets ici à demeure dans matrice 2 variables internes privées de type entier. Une qui contient, en fait ce sont des constantes, on aurait pu mettre finale, hein, parce qu'elles ne vont pas changer beaucoup, mais bon, c'est pas grave. On a mis private int, nombre de colonnes 7, nombre de rows, donc de lignes 4. Et on va avoir à un moment donné, voir si la matrice est détruite. Pour savoir si la matrice est détruite, il y a une méthode qui consiste à voir combien de blocs y a-t-il encore en vie. Donc on va mettre dans une variable nombre de blocs, les blocs qui existent encore, qui sont encore en vie si vous préférez. Et attention les amis, on va mettre tous ces blocs dans un tableau à 2 dimensions. Vous commencez à paniquer, non, on reste calme. Ça a l'air compliqué, ça peut l'être, donc on va essayer doucement. Donc on va créer un tableau à 2 dimensions, ce tableau va contenir des blocs. Donc en Java, pour définir un tableau à 2 dimensions, vous dites d'abord le type de contenu. Donc il y aura des blocs dans ce tableau. Donc on dit, il y aura des blocs, donc vous mettez bloc, vous mettez double crochet pour dire qu'on a un tableau à 2 dimensions. Hein, c'est commencé. Et on me donne un nom à ce tableau, on l'appelle tab de blocks. Donc je reprends les grands, on va faire un tableau à 2 dimensions, parce qu'une matrice, c'est une matrice de 2 dimensions, selon l'axe X, selon l'axe Y, ou selon les lignes et les colonnes. Donc ici, on va surtout parler de lignes et de colonnes, ça sera plus visible et plus représentatif. Donc on aura 4 lignes, 7 colonnes, on va faire un tableau de n lignes, n colonnes. Donc on crée un tableau de 2 dimensions. En Java, pour ça, il faut stipuler d'abord le type de contenu dans votre tableau. Et bien c'est un tableau de blocs. Donc je mets ici bloc. Crochet ouvert, crochet fermé, crochet ouvert, crochet fermé. C'est un tableau à 2 dimensions. Il y a 2 crochets, enfin il y a deux paires de crochets. Donc il y a 2 à 2 dimensions. Vous lui donnez un nom, je l'appelle tab blocks. Pour l'instant, nul. Et on va construire cette matrice. Donc le constructeur de la matrice n'attend aucun paramètre, car la matrice va se débrouiller toute seule à construire sa propre matrice, si vous préférez. Donc on définit comment? On va définir le tableau de nos blocs. En Java, pour définir un tableau en 2 dimensions, vous donnez maintenant le nom que vous avez mis en référence tout là-haut. Donc c'est mon tab blocks. C'est un new, n'oubliez pas le new, sinon ça ne marchera pas. C'est un nouveau tableau de blocs à 2 dimensions. Voilà ce qu'il faut faire en Java. Il faut dire que tab blocks, c'est un nouveau tableau à 2 dimensions. Donc comment on définit ça en Java? On dit new, donc nouveau bloc. Donc on définit encore le contenu. On ne fait pas new tab block, hein. On fait un new. Le contenu du tableau sera de type bloc et vous le stipulez en premier argument le nombre de lignes et ensuite le nombre de colonnes. Donc je vais faire un tableau de 2 dimensions possédant 4 lignes, donc le nombre de rows ici c'est 4 lignes et le nombre de colonnes c'est de 7 colonnes ici. Donc tout à fait, j'aurais pu ici, oui j'ai fait des entiers, j'aurais pu faire un final int car les nombres qui sont ici ne vont pas changer, ce sont des constantes. Bon. Là, j'ai oublié, bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Et première méthode qu'on va appeler tout de suite ensuite, c'est de faire le create grid. Donc, on définit en tout premier lieu le tableau. On définit à Java, c'est un tableau à 2 dimensions qui contiendra des blocs. Il a tant de lignes, il a tant de colonnes. Maintenant, on va construire dans une méthode le create grid. On ne va pas construire la matrice ici, enfin la grille ici. On va dédier ça à une méthode. Et pour être sûr qu'on met tout de suite le nombre de blocs, le nombre de blocs total sera le nombre de colonnes que vous avez fois le nombre de lignes. Donc si j'ai 7 colonnes et 4 lignes, je vous laisse faire le calcul mental, combien de blocs y a-t-il? Et bien maintenant, regardons la méthode createGrid. Et comme vous pouvez le constater, la méthode createGrid va elle-même appeler une autre méthode qui est le createRow.
Donc je vous invite à regarder le createRow. Donc on descend. Qu'est-ce que fait le createRow? Donc la fonction createRow ou la méthode createRow attend 3 paramètres. Elle attend la ligne, sur quelle ligne vous travaillez. N'oubliez pas qu'en Java commencé, les tableaux commencent à l'indice 0. Donc ici on va passer un nombre qui est la ligne concernée. Donc le row, c'est la ligne. Et le Y, on va placer cette ligne à un certain Y. On va lui stipuler donc la ligne, si c'est la ligne 0, si c'est la ligne 1, si c'est la ligne 2, si c'est la ligne 3. J'ai 4 lignes, elles vont de 0 jusqu'à 3. N'oubliez pas, en Java commencé, les tableaux commencent à l'indice 0. Donc les lignes row vont de 0 à 3. Et le Y, eh bien c'est la position Y de votre ligne. Et vous lui passez le type de ligne. En gros, quel type de bloc y a-t-il dans cette ligne? Est-ce que c'est une ligne de type bloc bleu, bloc rouge, bloc vert? Donc le createRow a pour fonction de créer une ligne dans cette matrice. D'accord? Donc vous lui spécifiez en premier argument la ligne concernée, soit de 0 jusqu'à 3. Le Y, à quelle position Y sur votre grille faut-il dessiner ces différents blocs? Et enfin, le type de bloc. Que faut-il faire? Eh bien, il faut maintenant parcourir le tableau sur les colonnes. Donc, je fais une boucle for int égale à 0. Je vais i plus petit que le nombre de colonnes, i++. Donc, je vais itérer toutes mes colonnes. J'ai 7 colonnes, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais de 0 jusqu'à 6. Donc, pour chaque ligne, donc je reçois ici la ligne. Donc, je vais prendre le tableau à 2 dimensions. Il est défini par rapport aux lignes et aux colonnes. Donc, à la ligne concernée, je fais 10 tab blocks, mais je fais 10 ou tabblocks, c'est pareil, donc vous faites 10.tabblocks, ou bien en fait tabblocks, ça ne changera rien à votre programme, parce qu'on n'a qu'un seul tableau qui s'appelle tabblocks ici. Donc ici, à la ligne row que je reçois en argument, je vais maintenant itérer toutes les colonnes. Je vais commencer à la colonne 0, puis la colonne 1, puis la colonne 2, puis la colonne 3, etc. Jusqu'à la colonne 6, parce que j'ai 7 colonnes. D'accord? Donc à chaque i qui correspond à la colonne concernée, je vais y mettre quoi? Eh bien, un nouveau bloc. Et pour construire un bloc, il faut disposer quoi? La position X, la position Y et le type de bloc. Donc, comme les blocs sont équidistants les uns par rapport aux autres, il y a un petit calcul ici savant qui permet de positionner le bloc au bon endroit par rapport à X. Qu'est-ce que je fais? Si le I vaut 0, eh bien, je positionne le premier bloc à la largeur de mon bloc divisé par 2. Ensuite, quand I vaudra 1, je ferai largeur du tableau divisé par 2 plus 2 fois le bloc en largeur. Parce qu'il y a bloc, espace, bloc, espace. Donc, il y a un petit calcul savant. Prenez un petit papier, un petit crayon, vous allez comprendre, c'est très simple. Donc, I va de 0 jusqu'au nombre de colonnes. Donc, je vais espacer de façon régulière tous les blocs selon les X. Le Y, je l'ai reçu en argument, et ben je lui passe le Y que je reçois. Le type, je le reçois en argument, je repasse le type. De fait, avec mon createRow, cette méthode crée dans la matrice une ligne d'un certain type de bloc, et il va les positionner à un certain YP, et ensuite, on va faire un petit calcul savant ici, pour positionner les blocs les uns à côté des autres, faisant un espace, un bloc, un espace, un bloc, un espace, un bloc, etc. D'accord? Donc je vais remplir dans le tableau à 2 dimensions, à la ligne concernée row, je vais itérer maintenant le i va de 0 jusqu'à le nombre de colonnes, et je vais y placer toutes mes lignes les unes par rapport aux autres. Donc voilà ce que fait le createRow. Et bien maintenant, il suffit de faire ceci pour toutes les lignes. Regardez bien. Donc je remonte ici, mon createRing. Donc d'abord, je crée une variable interne qui s'appelle row. Je commence par la ligne 0. La première ligne sera positionnée à y égale 50 pixels. Donc je crée 2 variables internes à createGrid. Une qui dit la row, la première ligne, row c'est 0, évidemment, la première indice. Et on va passer la première ligne à 50 pixels en y. Eh bien, j'appelle ma méthode createRow. Je lui passe donc le row, qui vaut ici 0, le y, qui vaut 50 pixels, et je lui dis que je veux des blocs de type bleu. Et donc, il va me construire, mon createRow va me construire une ligne de blocs bleus. Ensuite, je descends y de 50 pixels vers le bas. Donc, je fais py égale py plus 50 pixels. J'incrémente la ligne, maintenant c'est la ligne numéro 1, et je dis, crée-moi une nouvelle ligne pour la row 1 à 100 pixels pour des rouges, pour des blocs de type rouge. Vous avez compris? Ensuite, je décale mon Y de 50 pixels. Donc, je suis maintenant à 150 pixels. Le row vaut maintenant, donc il va ici 0, il vaut 1, il vaut 2 maintenant. Je suis à la ligne numéro 2. Je dis, crée-moi une ligne à la ligne numéro 2 à 150 pixels en Y de type vert. Ensuite, les amis, vous avez compris, je redescends de 50 pixels en Y, j'incrémente mon row et je crée une ligne. Alors,
là je l'ai fait un peu bestial pour que ça soit clair. Il aurait été plus judicieux et plus intelligent de faire ici une boucle interne, d'accord? Mais je pense que dans cette façon-là, vous allez mieux comprendre. Donc on descend les Y les uns par rapport aux autres, on incrémente les lignes les unes par rapport aux autres, donc je commence à l'indice 0, après j'incrémente, ça fait la ligne 1, et puis la ligne 2, et puis la ligne 3, et à chaque fois, je lui demande de créer une nouvelle ligne de différents types de blocs, donc des bleus, des rouges, des verts, des jaunes. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Donc si vous avez un petit souci avec ça, reprenez ça avec un petit papier, un petit crayon, essayez de comprendre ce que fait à chaque fonction et de positionner les blocs les uns à côté des autres. Afin de détecter la collision entre la balle et les blocs que contient la matrice, on va créer une méthode qui s'appelle isCollideBall et il va renvoyer à cette méthode un booléen, soit true, soit false. Et bien sûr, pour détecter qu'il y a collision entre la balle et le bloc, il me faut la balle. Il faut que je connaisse la balle en niveau position. Eh bien, je vais recevoir en argument de cette fonction une référence de la ball. Donc, la fonction isCollideBall renvoie un booléen, true ou false. Oui, un bloc a été touché. Ça permettra au GameStage de mettre par exemple une animation sonore si le résultat attendu est de type true. Et il faut que j'obtienne en référence la balle pour savoir où se situe la balle par rapport à mon bloc. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de regarder dans le code, on doit faire quoi? Parcourir tout le tableau selon les colonnes et selon les lignes. Aller voir chaque bloc, voir quel est son état. Et si son état est visible, regardez s'il y a collision entre la balle et le bloc. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Regardez bien. D'abord, pour simplifier le traitement, je vais créer de façon interne à la fonction isCollideBall deux variables. Une variable de type bloc, je l'appelle item, pour l'instant adresse nulle, donc il n'existe pas, et je vais mettre l'état de mon item plus tard dans une variable state de type entier. Donc j'ai ici deux variables, une de type bloc, qui s'appelle item, et une qui tiendra le state, donc de type entier. Et puis maintenant, je fais une double boucle. Donc je vais parcourir mon tableau à deux dimensions, selon les lignes, puis selon les colonnes. Donc, on fait la première boucle. On va parcourir le tableau selon les lignes. On fait int, donc on fait une boucle for, int row égale à 0 jusqu'au nombre de lignes. Et je vais incrémenter mes lignes ensuite. Et à l'intérieur de cette boucle for, je vais créer une autre boucle for qui va, elle, parcourir les colonnes. Donc, je vais parcourir for int, col à 0 jusqu'à col nombre de colonnes, col plus plus. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je récupère dans item le bloc à un instant row, à un instant col. Donc on va parcourir le tableau selon les lignes et les colonnes. Comme une matrice, eh bien à chaque case, je mets le contenu de cette case dans une variable qu'on appelle item, qui est de type bloc. Mon tableau contient des blocs, je vous rappelle. Donc item contient mon bloc. Et je mets dans la variable state l'état de ce bloc à l'instant t. Donc on appelle item. Donc dans item, j'ai la référence de mon bloc, qui est contenu dans mon tableau par rapport à la ligne, par rapport à la colonne où je suis actuellement. Dans state, j'ai l'état de mon bloc. Je ne vais pas m'amuser à voir s'il y a une collision, si mon bloc est déjà touché. De fait, je regarde si mon bloc n'est pas nul. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a un bloc effectivement à cette position-là? On ne sait jamais. Donc si le bloc existe, c'est ce que ça veut dire. If item est différent de nul, c'est que le bloc existe. Il y a bien un contenu à l'instant. Et, c'est très important, attention, double et que son état, son state, est de type visible. Donc mon bloc existe et mon bloc est visible. Je vais maintenant vérifier s'il y a eu collision entre la balle, qui m'est passée en référence, et le item. Donc le bloc, à un instant col, à un instant row. Donc si la balle isCollideItem, donc ça veut dire que la balle est effectivement en collision avec le bloc concerné actuel qu'on a mis dans item. Que faut-il faire? Eh bien, il faut dire à l'item touched. De fait, le bloc va passer en état touched, son état va changer, il va se mettre en invisible. Que faut-il faire également? Il faut dire, attention, le nombre de blocs vivants est décrément de -1. Donc maintenant, on avait un certain nombre de blocs au départ. Vu qu'on a un bloc qui a été touché, eh bien on décrémente la variable nombre de blocs. Cette variable, vous sentez bien, on en aura besoin pour voir si la matrice est totalement détruite. Et je renvoie true. Effectivement, c'est bon, il y a une balle qui a touché un bloc. Je n'ai pas besoin d'aller tester les autres blocs, car une balle touche un bloc à la fois. Un bloc à la fois. Eh bien oui, il y a eu effectivement un bloc touché, je renvoie true. Si je parcours tout ce tableau et que je n'arrive jamais à renvoyer true, c'est que il n'y a pas eu de collision entre la balle et un des blocs. Je renvoie false. Donc si à la fin, je n'ai pas eu de collision entre un des blocs en parcourant le tableau et la balle, je renvoie false. D'accord les amis? Donc ça a l'air compliqué, ça peut l'être, on reprend une dernière fois pour que ça soit bien clair. Donc la collision isCollideBall va me permettre de vérifier qu'un bloc que contient ma matrice est bien en contact avec la balle qu'on met en référence. C'est très important. Donc je vais parcourir
mon tableau selon les lignes, puis je vais parcourir mon tableau par rapport aux colonnes. Donc pour une ligne donnée, je parcours toutes les colonnes, je descends d'une ligne, je parcours toutes les colonnes. Donc je fais une double boucle. Je reçois en item le bloc concerné, je mets dans variable state l'état de mon item, ça simplifie les tests, hein, savoir des grosses phrases ici, et puis maintenant je regarde les tests, j'ai 2 tests à faire. Premier test, est-ce que l'item existe? Oui. Et est-ce que son état est visible? Oui. Ok. Si c'est le cas, je regarde que la balle est bien en collision avec l'item. 2 solutions, oui ou non. Si c'est oui, on dit à l'item, dommage, tu as été touché. Donc item.touched. Et vous vous souvenez, dans la classe block, on a une méthode touched qui fait passer son état à invisible ou touched. Et je décrémente la variable qui contient tous les blocs vivants, j'ai perdu un bloc vivant, donc nombre de blocs moins. Et j'envoie true pour que le game stage ensuite mette ce qui va bien, peut-être une animation sonore, une explosion, chose comme ça. Et sinon, à la fin, je renvoie false. Vous voyez, c'est pas difficile que ça. Donc au cours du jeu, le joueur peut détruire tous les blocs. Alors que faut-il faire à ce moment-là? Il faut dire au joueur, ok, je te remets une nouvelle vague. Donc il faut détecter à quel moment la matrice est totalement détruite pour pouvoir mettre une nouvelle vague et remettre une nouvelle vague. Donc on va construire 2 méthodes. Une première méthode qu'on appelle isAllDestroy. En gros, est-ce que tous les blocs ont été détruits? Il renvoie un booléen, donc soit true, soit false. Donc dans cette méthode-là, je vais vérifier que tous les blocs ont été détruits, et je renvoie true ou false. Alors comment savoir que tous les blocs ont été détruits? Il suffit d'aller tester ma variable nombre de blocs. Si la variable nombre de blocs égale à 0, ça veut dire qu'à l'instant T, il n'y a plus de blocs vivants. Que faut-il faire? Il faut mettre maintenant les nouveaux blocs en marche, donc on va appeler une méthode newWave. Regardons ce que fait newWave. D'après vous, comment faire pour remettre une nouvelle vague? On va recréer des nouveaux blocs? Mais non, il suffit de passer les blocs détruits à un bloc visible. Donc on va parcourir encore une fois notre tableau à 2 dimensions selon les lignes, selon les colonnes, et on va positionner à chaque item, donc chaque bloc a une colonne donnée, une ligne donnée, on va le mettre en état de visible. On ne va pas créer de nouveaux blocs, on va juste passer l'état qui était en touched en état de visible. Tout simplement. Donc newWave a pour fonction de parcourir une fois dans une double boucle le tableau à 2 dimensions, donc dans un for j égale à 0, j plus petit nombre de lignes. Je fais à l'intérieur une boucle for i allant de 0, nombre de colonnes. Je vais positionner au bloc à l'indice j, au bloc à l'indice i, je fais un set state et je passe visible. De fait, les blocs qui étaient en touché vont passer dans l'état visible. Je crée une nouvelle vague. D'accord les amis? Donc ici, lorsque les blocs seront totalement détruits, mon n bloc sera à 0. Attention, je vais créer une nouvelle vague. Il ne faut pas que j'oublie de réinitialiser ma variable. Ma variable maintenant, n bloc, devient à nouveau le nombre de colonnes fois le nombre de lignes. Je crée ma nouvelle vague en mettant tous les blocs touchés à visible. Je renvoie un résultat qui dit true. Si, là, toute la matrice a été détruite. Le game stage pourrait mettre des points bonus. Car il va voir que effectivement, la matrice isAllDestroy, si c'est le cas, il peut vous mettre un petit bonus en plus parce que vous avez détruit toutes les... ou mettre une petite animation, enfin bref, à vous de voir. En tout cas, le résultat sera true, oui, la matrice a été totalement détruite et en même temps, la matrice va créer une nouvelle vague en passant simplement un booléen de true à false dans le visible. Donc on était touché, et on passe maintenant à visible. D'accord ? Il faut bien sûr afficher la matrice à l'écran. Comment faire pour afficher la matrice à l'écran? Il faut demander à chaque bloc que contient cette matrice de s'afficher simplement. Vous savez quoi? On va encore faire une double boucle. On va parcourir le tableau sur les lignes, on va parcourir le tableau sur les colonnes, et à chaque bloc, on va lui demander de s'afficher. C'est le propos de la méthode render. Regardez bien, je parcours mon tableau selon les lignes. À l'intérieur, je parcours mon tableau selon les colonnes. Je vais avoir dans ma variable petit bloc ici, de type bloc, je vais avoir mon tableau de blocs, d'accord? Je dis à mon bloc, qui est mon tableau de bloc à l'indice JI, pour la ligne, pour la colonne concernée, bloc.render. On peut faire comme ça, on peut également faire plus court en faisant simplement ceci. Donc je prends cette ligne-là, je la copie, je la mets ici. Donc c'est vous qui voyez, soit faites l'une, soit faites l'autre. Je pourrais tout simplement faire ceci. On crée, je vais utiliser le simple fait qui va me donner une variable muette. Donc soit vous créez une variable interne bloc qui vaut le bloc ici pour un indice J, pour un indice I, et le bloc que vous avez reçu en argument, vous lui dites affiche-toi. Ou bien, vous passez par des variables muettes. Vous dites dis table JI, donc là, en fait, le résultat de cette opération-ci, ici,
me donne un bloc. D'accord? Mais je ne le vois pas, mais il est muet par rapport à Java ici. Donc ce bloc muet qu'il va me donner, je fais .render. C'est comme vous voulez les amis, soit vous discrétisez la fonction, soit vous faites comme ceci. C'est vous qui voyez. En tout cas, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre maintenant la matrice dans le GameStage. Eh bien, ouvrons notre fichier GameStage et créons la matrice. Comment? Eh bien, c'est simple. On va faire un private matrice. Donc, on crée une variable de type matrice et on l'appelle petite matrice avec un petit m. Pour l'instant, référence nulle. Et en dessus, tout en bas, après avoir créé le paddle, après avoir créé la balle, on va créer maintenant notre matrice. En faisant matrice, c'est un new matrice. Et vous vous souvenez que le constructeur de matrice n'attend aucun argument. Et bien là, les amis, en faisant matrice.newMatrice, eh bien vous avez créé à l'intérieur de cette matrice tous les blocs nécessaires. On a déjà dans la matrice tous les blocs bleus, rouge, vert, jaune. Et positionné là où il faut que ça soit positionné. Dans le input, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'action de clavier par rapport à la matrice. Par contre, il faut maintenant vérifier qu'il y a collision ou pas entre la balle et la matrice. Bien, donc on va regarder dans les updates. Donc ici, on avait fait un update du paddle. Là, on met la balle en mouvement par le ball.update. On regarde que la balle est en collision avec le paddle. De fait, lui, il fait de façon interne, il fait un bump. Et là, le gameplay, il pourra ensuite mettre une animation sonore. Là, si c'est la balle est perdue, on la remet dans un état de verrou. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Imaginons que la balle arrive en collision avec la matrice. Que faut-il faire? Eh bien, la balle va détruire un bloc. Il ne faut pas oublier de faire que la balle rebondisse. C'est très important. De fait, si la matrice qu'on a construite au-dessus, isCollideBall, donc vous vous souvenez, la matrice possède une méthode qui s'appelle isCollideBall. On lui passe la référence de notre ball. Elle est effectivement passée ici. Donc il y a deux choses. Donc il va parcourir, vous vous souvenez, il va parcourir le tableau à 2 dimensions, il va regarder si les items sont visibles, et si un item existe et qu'il est visible, et s'il y a collision entre la balle qu'on passe en référence et le bloc concerné, il va vous renvoyer true. Donc là, ici, c'est comme si j'avais reçu ça, on est tous d'accord, c'est la même chose. Donc si la matrice isCollideBall est à true, il y a un bloc quelque part dans cette matrice qui a été touché. Il faut dire à la balle de se changer de direction, bien vu. Il faut dire à la balle, eh bien, inverse-toi en X, inverse-toi en Y, rebondis sur le bloc. C'est ce que je fais ici. Donc la ball.removeX, et je fais aussi un remove Y. De fait, la balle va toucher le bloc, il y a rebond par rapport à ce bloc. N'oubliez pas, sinon la balle va traverser le bloc sans rebondir dessus. Le bloc n'est pas capable de faire rebondir la balle. Le bloc, il n'est là que pour dire je suis touché ou je ne suis pas touché. La matrice est là pour dire le bloc a été touché ou pas. C'est au GameStage qui vient la responsabilité de dire à la balle non, tu as été touché, la matrice a été touchée par un des blocs, peu importe lequel, et bien la balle, tu vas rebondir en X, tu vas rebondir en Y. Très important. Et à un moment donné, il faut détecter que la matrice a été détruite. Donc je dis if matrice is all destroy, que va-t-il faire? Alors pour éviter que les choses se passent bizarrement, lorsque la matrice est totalement détruite, et bien le fait ici, quand la matrice va voir qu'il y a la fonction qui est appliquée, donc is all destroy, donc il va vérifier ça. Si c'est le cas, il va mettre une nouvelle vague en place. Il va vous renseigner sur le true ou false. Donc si je reçois ici un true, donc s'il me renvoie un true, effectivement, il n'y a plus de bloc vivant dans ma matrice, et bien je vais dire à ma balle, écoute, on a détruit tous les blocs, on va repartir avec une base saine, on va revenir en pas bloqué. Donc on met la balle dans un état de verrou pour être sûr qu'on n'a pas des soucis par rapport. Donc si la balle bouge encore et que la matrice apparaît, il y a des blocs qui vont être détruits alors que la balle est en mouvement. Enfin, voilà. Donc le plus simple, les amis, à mon humble avis, c'est de dire si la matrice est totalement détruite, ce qui est le cas, d'accord, ici, eh bien, on dit à la balle, eh bien, remets-toi en position de verrou, on repart avec une base saine, on remet des points, des bonus s'il faut. Donc là, on mettra des points bonus s'il y a besoin. Il faut dire à la matrice de s'afficher, évidemment. Donc on dit dans la méthode render, après avoir affiché le background, après avoir affiché le paddle et la balle, on va dire à la matrice, matrice.render. Que va-t-elle faire? Elle va parcourir sa matrice, donc les colonnes, les lignes, et elle va regarder que chaque bloc qu'elle contient, si un bloc est dans un état de visible, eh bien, il va apparaître à l'écran. D'accord les amis? En enter, en exit, on n'a rien à faire. Donc on résume, on crée la matrice dans le constructeur, on construit la matrice sans aucun paramètre, parce qu'il n'a besoin d'aucun paramètre, la matrice s'autogère toute seule, et maintenant on va regarder deux petites choses. Un,
si la balle est bien en collision avec la matrice par rapport à ces blocs qu'elle contient. Donc if matrice is collide ball, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, donc lui de façon interne, il va que le bloc va disparaître parce qu'il va passer en état de touch-head. Mais n'oubliez pas que la balle ne doit pas traverser le bloc. Elle doit maintenant rebondir sur le bloc. La balle doit faire un remove X, refaire un remove Y pour rebondir sur le bloc. D'accord? Et elle va aussi adapter une nouvelle vitesse. Donc le bloc la vitesse de la balle va changer à ce moment-là et l'angle va changer. Si la matrice est totalement détruite, on a une matrice qui dit is all destroy, eh bien oui c'est vrai, la matrice est totalement détruite. Donc là, le game stage dira attention, je te mets des points de bonus et en plus je dis à la balle, attention à la balle, tu vas repasser dans un état de verrou pour repartir sur une basse scène. Ok les amis, et on n'oublie pas à la fin d'afficher la matrice. Allez, on va lancer ça. On doit obtenir une rangée de blocs bleus, rouge, vert, jaune, la balle en verrou par rapport au paddle, on libère la balle va se déplacer, elle va rencontrer un bloc. À chaque fois qu'on rencontre un bloc, ce bloc est détruit, il devient invisible à l'écran, ok les amis, et ainsi de suite. Et quand on aura détruit toute la matrice, on a une matrice qui apparaît. Et bien sûr, si le balle touche le bas de l'écran, on perd un point de vie. Allez, on lance la chose, on y va. Run. Donc vous pouvez constater qu'on a ici toute notre matrice, donc on a bien une rangée de bleu, une rangée de rouge, une rangée de vert, une rangée de jaune. Et vous avez ici le rectangle de collision, d'accord? Donc il a été réduit, il a été inflate par rapport au rectangle de collision d'origine. Donc on l'a réduit un tout petit peu pour être sûr que vous voyez, le rectangle de collision de la balle va bien toucher ce rectangle de collision-ci. Donc là on aurait pu éviter parce que les blocs ils sont assez espacés les uns par rapport aux autres. Mais si vous avez un jeu où les blocs sont très rapprochés, pensez bien réduire le rectangle de collision parce que la balle ne peut toucher qu'un seul bloc à la fois. D'accord? Donc on libère la balle. Et c'est parti. Donc le propos, bien sûr, vous avez compris, c'est de maintenir la balle le plus possible en haut de l'écran pour qu'elle vienne à chaque instant en collision avec les blocs. Alors la prochaine fois, les amis, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, on va mettre en place le score. Voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt.